C'est dans un monde de fantaisie que notre héros ouvrait les yeux, réincarné en nourrisson. Une somptueuse architecture en bois soutenait les chandeliers. Les murs étaient ornés de bougies, plutôt que ce bon vieil éclairage LED. Pas de doute, il atterrit dans l'un de ces mondes médiévaux, qu'on retrouve dans les livres. Mais au moins, cette famille a l'air riche. Enfin, dans sa vie d'avant, ce n'était qu'un orphelin mort de surmenage dans un taf de merde. Il a pas à se plaindre de scénario. Aussi, il y avait autre chose qui le rendait sûr d'avoir atterri dans un foyer financièrement à l'abri. Cette mère qui le berçait était d'une grande beauté, lui espère bien hériter en grandissant. Et 3 années plus tard, le jeune garçon faisait déjà des siennes. Et pour la toute première fois, il a pu poser les yeux sur ce nouveau monde qui lui était encore inconnu. Le visage au vent et le regard plein d'excitation. Il pouvait enfin admirer toutes ces terres de fantaisie qui s'étendent à perte de vue, ne demandant qu'à être parcourues. Enfin, les péripéties s'arrêtent là pour aujourd'hui. La nourrice s'empresse d'écarter le jeune seigneur de cette fenêtre bien trop dangereuse. Le jeune enfant était le noble fils du grand-duc Gaeris Dragonia, du royaume Lionheart. Dès l'âge de 8 ans, il pouvait admirer sa toute première lame forgée. C'est les étoiles plein les yeux que notre héros allait commencer son entraînement de futur chevalier du royaume. Celui qui allait lui enseigner l'art de l'épée était un grand maître envoyé par le palais royal. Le chevalier sacré Sir Godric était honoré d'apprendre l'escrime au jeune seigneur. Son nouvel élève, Léon Dragonia, répond à son nouveau tuteur qu'il a hâte de commencer. Et pourtant, même à 14 ans, il continue d'en baver à cause de ce foutu sadique. L'intensité de l'entraînement se justifie qu'être un chevalier sacré, c'est être un monstre de puissance à l'apparence humaine. S'entraîner, accomplir des quêtes, devenir chevalier, et enfin être choisi par le Saint Graal pour en boire son eau bénite. Tel était le rêve de tout aspirant guerrier en ce monde. Mais les attendus étaient beaucoup plus élevés pour le fils de Gaeris Dragonia. Lui foutant une mandale, Godric lui conseille de ne pas baisser sa garde. Des leçons pour succéder au grand-duc et l'entraînement de chevalier sacré en parallèle. Bordel, si Dieu existe, qu'il lui vienne en aide, et vite avant qu'il ne remeure de surmenage. Âgé de 16 ans, Léon parcourait enfin le monde. Ce dernier était en quête d'exploit afin d'obtenir la reconnaissance de la déesse et progresser dans sa quête de devenir chevalier sacré. Il fallait pour cela accumuler les bonnes actions et agir comme tout bon chevalier le ferait. Mais les occasions ne manquaient pas. Il se rappelle quand ce village de campagne était encerclé par les flammes. Les chevaliers sur place, en plus d'être faibles, étaient aussi en sous-nombre. Ils ne pouvaient que gagner du temps contre cette armée d'orques en quête de sang. Mais c'est alors que l'espoir surgit de derrière le chef des monstres. Léon avait fendu sa tête d'un seul coup, et c'est ainsi que pendant sa 20e année, l'événement tant attendu arriva. La grande déesse Ariana s'était dévoilée à lui et salue Léon Dragonia, héritier de Gaeris Dragonia. La divinité souhaitait mettre à l'épreuve sa foi et son honneur avec une quête, chose que ce dernier acceptait avec une grande ferveur. Et à force d'années de labeur, il a été récompensé de la plus haute distinction militaire. Il était devenu chevalier sacré comme son maître. Après cela, il a continué de combattre et tuer au service du royaume. Son quotidien se résumait à l'extermination des monstres, mais aussi à l'annihilation de sectes démoniaques qui complotaient contre l'humanité. Ses exploits lui ont permis d'avoir d'autres chevaliers sous ses ordres et d'exterminer presque 1 million d'orques, y compris femmes et enfants. Mais il était content, après tout, ça restait des enflures de monstres verts. Quand Léon eut atteint 35 ans, Sa Majesté, le demi-dieu Argen Lionheart, est décédé, tombé au combat en affrontant un arc-démon invoqué par l'Empire. Les orques et les gobelins étaient déjà une galère, et voilà que maintenant les démons viennent s'ajouter au problème. C'est dans ces temps sombres que l'humanité se doit d'être pieuse et d'accorder sa foi envers les dieux. Les mages de l'Empire allaient payer pour les avoir privés du roi de Lionheart. Mais au milieu du chaos, il fallait élire un des chevaliers sacrés à la place du défunt souverain. Et c'est alors que la déesse est apparue, pour demander à Léon Dragonia de porter ce fardeau. Bien qu'honoré, il avait conscience que la vie des citoyens et chevaliers du royaume entier allait peser sur ses épaules. La déesse lui a ensuite transplanté son trésor sacré, le cœur de lion, alors qu'il jura de protéger de sa vie le Saint Graal. Et c'est comme ça que lui, Léon Dragonia, devint le successeur d'Argen, et fils sacré grand-duc Dragonia et souverain du royaume de Lionheart. À l'âge de 80 ans, mais ne vieillissant plus grâce au trésor sacré, il avait toujours affaire aux orques. En plus de cela, il a fallu s'occuper de l'apparition d'un étrange gobelin qui s'était transformé en arc-démon. Et comme si cela ne suffisait pas, ces hommes lui rapportaient de sinistres nouvelles en provenance de l'Empire. Après s'être laissé embobiner par un culte du Nord, l'Académie de magie noire de l'Empire tentait à nouveau des expérimentations démoniaques. Le roi Léon ne comptait pas laisser ses ordures renier et insulter les dieux avec leurs pratiques contre nature. Mais malheureusement, lors de ses 96 ans,
l'Empire avait réalisé l'innommable. Dans sa folie, l'Empereur avait offert sa vie et son peuple en offrande aux démons. 3 millions de vies innocentes avaient été sacrifiées, en même temps que celles de l'homme qui avait initié ça. En conséquence, le Seigneur du Chaos avait été invoqué dans la capitale et réduisait tout le paysage en poussière. Le roi Léon n'eut d'autre choix que de rassembler les chevaliers sacrés pour partir en croisade punitive contre le malin. À l'âge de 121 ans, le royaume s'était effondré des mains des démons. Cadavres et ruines étaient le nouveau paysage du royaume de Lionheart. Notre héros ne pouvait que contempler son échec, sa foi et ses efforts n'ayant pas suffi à terrasser le mal. C'est au milieu des corps et des débris que le souverain de Lionheart réconforte son lieutenant. Messire Arène, vous pouvez être fier de votre nom. Son père a vaillamment combattu pour l'humanité et a rejoint avec honneur le domaine des dieux. Pour autant, Léon se devait de rester fort, lui qui était le représentant des dieux et symbole de la puissance humaine. Une armée entière était à ses côtés, et pourtant, même le roi cherchait du réconfort auprès des dieux. Pouvait-il le voir ? Ce dernier bastion de l'humanité, rempli de graines d'espoir, qui refuse de renoncer, même face aux vagues d'armées démoniaques en approche. Même si les pensées sombres et le regret occupaient l'esprit du roi, il comptait bien assurer son rôle de meneur jusqu'à la toute fin. Ses hurlements ne laissaient transparaître nulle peur ou désespoir. Et pourtant, intérieurement, il demandait pardon à sa déesse de n'avoir su endiguer le mal et de l'avoir laissé se propager. Pourtant, l'humanité ne comptait pas abandonner tant qu'il restera une lueur d'espoir. Léon Dragonia de Lionheart était résolu à combattre jusqu'à son dernier souffle. Menant fièrement son armée en tant que roi de Lionheart, mais aussi chevalier du royaume des hommes, sa déesse le rassurait qu'elle serait à ses côtés jusqu'à la fin. Content et rassuré de ses mots, il était temps pour Lionheart de repousser le mal qui contaminait et envahissait terre. Léon hurlait à plein poumon et donnait le signal de la riposte des hommes. La terre était alors témoin de l'ultime bataille des humains face aux milliards de démons dont un seul camp ne pourra réchapper. Les prisonniers de guerre déployés au front étaient les premiers à être envoyés à la mort. Les civils, eux, avaient reçu des armures et étaient intégrés au régiment de chevaliers pour aider à combattre. Quant au roi, il se battait sans relâche pour accomplir son devoir d'élu du peuple et des dieux. Il tranchait encore et encore les entrailles des monstres. Il ne comptait même plus le nombre de démons qui ont subi son courroux royal, tant ils étaient nombreux. Quasiment un siècle plus tard, il était le seul encore debout face aux monstres. Et après quelques décennies supplémentaires, il avait enfin détruit le dernier portail démoniaque, les empêchant de fuir. La rage au ventre, il annonçait aux monstres qu'ils étaient coincés ici avec lui, qu'ils ne pensent pas pouvoir en réchapper. Il allait se faire un immense plaisir de tous les massacrer brutalement jusqu'au dernier. Et on reprenait alors son interminable quête d'extermination. Jusqu'à ce jour, lors de sa 300e année de vie, où il trancha le monarque des démons. Un groupe de personnes et un portail se trouvaient à côté du cadavre de monstre fraîchement abattu. Une voix ayant assisté à la scène annonçait que l'arc-démon a été tué en un coup. C'est un monstre de haut rang et pourtant, il a été massacré comme un vulgaire gobelin. Interpellant les arrivants, celui à l'origine du massacre leur a adressé ces mots. Que ces valeureux guerriers se relèvent. Ce n'est pas le moment de tomber, mais celui de se dresser fièrement au combat. Malgré leur stupeur et l'incompréhension, une jeune femme a pris la parole pour demander qui était cet homme. Enveloppé d'une aura dorée des plus somptueuses, roi des chevaliers sacrés, grand-duc de Dragonia et représentant de l'autorité des dieux, les individus avaient devant eux le roi Léon Dragonia de Lionheart, grand vainqueur de la guerre contre les démons. Quelques heures avant cette rencontre, un portail s'était ouvert au milieu de Séoul, et malheureusement, son rang n'était pas identifiable. L'association des chasseurs de Corée a donc demandé du soutien auprès des grandes guildes du pays, afin de lancer un raid de grande envergure. Mais elles ont toutes ignoré l'appel à l'aide, sûrement par crainte de la difficulté inconnue du portail. Seuls les membres de l'association des chasseurs allaient donc investiguer le donjon, le gouvernement ayant ordonné qu'ils s'y rendent malgré l'abandon total des autres guildes. C'est comme s'ils envoyaient ces chasseurs à l'abattoir pour quelques informations. Mais une fois à l'intérieur, ils posaient tous le regard sur la même bizarrerie. Un homme entièrement nu, au regard glaçant, qui venait d'abattre un arc-démon d'un seul coup. Et derrière ce mystérieux inconnu, une mer de sang et de cadavres de monstres en tout genre et à perte de vue. Peu après, l'on interpelle Hanari, manager adjoint de l'association des chasseurs. Son collègue et supérieur Kim Jin-soo lui propose du café. Elle a l'air sur les rotules. Ce dernier indique que comme il pouvait s'y attendre, personne sauf ceux qui étaient sur place n'ont l'air de vouloir croire ce qu'il s'est passé. Mais bon, c'est compréhensible
impossible. Il parle là d'un portail démoniaque de rang noir, qui plus est avec un arc démon à l'intérieur. Revenir en vie sans l'aide des guildes serait un miracle. Alors comment leur faire croire qu'un homme seul ait pu terrasser l'entièreté de cette mer de monstres? Le mystérieux invité aux cheveux d'or patientait en salle d'interrogatoire. De l'autre côté de la vitre, Harry et Jinsu écoutaient les explications. Donc, il affirme venir d'un autre monde qu'ici, et avoir combattu les monstres dans le portail pendant plus de 200 ans. En réalité, ce cas n'est pas inconnu à l'association. Il arrive de temps à autre que des personnes survivent à l'intérieur des portails. À vrai dire, ils ont même remarqué une similitude parmi tous les portails qui sont apparus depuis maintenant 30 ans. L'intérieur de ces donjons est en fait celui d'un autre monde en voie de destruction, ou déjà complètement annihilé. Et il arrive aussi que des êtres que l'on appelle survivants sortent de ces donjons une fois complétés et viennent vivre sur Terre. Et ce, en ayant conservé l'immense force qu'ils avaient à l'intérieur du portail. Avide du pouvoir des survivants, le gouvernement fait tout pour répondre à leurs besoins et être en bon terme avec eux, jusqu'à avoir instauré des mesures pour les recruter dès leur apparition dans ce monde. Harry fait la remarque qu'il faut absolument le recruter, il est vraiment trop fort. Jinsu espère bien aussi, ça leur faciliterait la vie en plus de la rallonger. Même un chasseur de rats met sa vie en jeu contre un démon de haut rang, et lui la one-tap jungle diff un arc démon. Là, la vie c'est vraiment injuste. Rien qu'à y repenser, ce genre de monstre aurait pu faire douter même la plupart des chasseurs de rang S. Et pourtant, il ne l'a pas simplement tué, il lui a roulé dessus, terrorisé, humilié, top gap. Et ce, dans le plus grand des calmes, sans même montrer le moindre signe d'effort. Enfin, ce qui inquiète surtout Jinsu, c'est le choc culturel. Vu comment il se décrit, c'est sûrement un noble issu d'une famille royale ou un truc du genre. Mais Harry se montre confiante, elle est sûre que ça ira. Et sur quoi se base-t-elle pour dire ça? Eh bien, lorsqu'elle a entendu sa voix, elle a su que c'était d'une bonne personne, au cœur immense. Espèce de misérable péon consanguin! Les insultes du roi résonnaient à travers tout le bâtiment telle une tempête. Les deux chasseurs étaient bouche bée. Est-ce qu'ils viennent péter le verre par balle juste en hurlant? Le noble roi était furieux. Comment un paysan ose-t-il célèbre le glorieux nom de Lionheart? Une bonne personne a un cœur généreux, elle disait. Oui, bon, il est peut-être un peu grognon en cause du jet lag. 15 minutes plus tôt, dans la salle d'interrogatoire, Léon était mis en examen, le temps que le gouvernement clarifie la situation avec lui. Il a beau être né en Corée, il se sent comme un étranger maintenant qu'il est revenu. Mais bon, il ne s'attendait pas à mieux du pays dans lequel il a charbonné 20 ans dans la misère avant de mourir de surmenage. Après ça, il s'était réincarné dans un autre monde et a grandi dans l'affection d'une famille noble. Puis à force d'efforts et d'honneur, il est même devenu chevalier sacré avant d'être nommé souverain du royaume. Pour finir, il a combattu sans répit monstres et démons, enfermé pendant 200 ans dans le royaume démoniaque. En tout cela fait 300 ans. C'est même incroyable qu'il ait encore des souvenirs de la Terre après tant d'années si mouvementées. Interrompant ses pensées, l'homme du gouvernement souhaite commencer. Lui souhaitant bonjour, il demande comment il doit l'appeler. Monsieur Lionheart? Léon? Mister Dragonia? Notre héros se faisait la réflexion qu'il ne gagnerait rien à dévoiler qu'il venait de la Terre à l'origine. Et puis, un roi chevalier de 300 ans, ça en jette comparé à un jeune de 20 ans mort d'épuisement. Rentrant dans son RP grand souverain centenaire, c'est votre majesté pour toi, vulgaire paysan dégarni. L'agent restait sans voix, alors qu'on rajoute que même les marais sont plus fertiles que son crâne. Ce dernier joue le jeu et demande à sa majesté de pardonner son impolitesse. Cela intrigue notre héros. Est-ce que l'agent 47 est juste gentil, ou est-ce le gouvernement qui prend des pincettes avec les survivants? L'interrogateur reprend. Le portail noir, ou plutôt le monde de son excellence, est entré en liaison avec la Terre. Et d'après ses dires, il aurait tué à lui seul tous les démons à l'intérieur. C'est à quoi Léon se contente d'acquiescer. Mais il surprend l'agent du gouvernement. Se serait-il mal fait comprendre? Il vient de dire qu'il a lui seul protégé l'honneur des chevaliers sacrés et exterminé les démons de leur propre foyer. Vu que cela semble compliqué à interpréter, il lui ordonne de devenir son secrétaire temporaire. Qu'il se réjouisse, il va avoir le privilège de mettre à l'écrit le plus précieux des récits. L'homme du gouvernement n'en revenait pas d'un tel égocentrisme. Mais bon, ce dernier s'y plie, se met à écrire. Sacrée différence culturelle. Cependant, notre roi interrompt son scribe. L'hospitalité de ce pays laisse à désirer. Devrait-il aller voir ailleurs si les rois sont mieux traités? Et en panique, le fonctionnaire s'excuse. C'est vrai qu'il doit être affamé. On va lui préparer à manger sur le champ. Léon reprend et dit vouloir en savoir plus sur ce monde. Il va devoir comprendre ce qu'il s'est passé sur Terre pendant son absence, et ce, sans éveiller les soupçons qu'il vient d'ici. À cette demande, son secrétaire redevient sérieux. Très bien, il va lui expliquer en détail, mais pour cela, il faut revenir en arrière là où ce cauchemar a commencé, il y a 30 ans de cela. Partout dans le monde, des portails se sont ouverts simultanément et sans signe avant-coureur.
Tout type de monstres ou de démons ont commencé à en émerger, et depuis ils sont en état d'alerte permanent. C'est au prix de nombreuses vies qu'ils ont fini par comprendre que chaque portail avait un thème et une mission spécifique, et que s'il n'était pas complété rapidement, alors une rupture du portail faisait s'en échapper les monstres. Des toquements interrompent le récit, c'est sûrement le repas de son excellence qui est prêt. Léon en profite pour réfléchir à propos des informations qu'il a récoltées. La situation ici semble différente de celle de Lionheart. Dans son monde à lui, les monstres et démons sortaient de nulle part comme de mauvaises herbes. Mais par contre ici, il semble y avoir des règles, notamment avec ces portails à thème qui apparaissent avec une quête à accomplir. Cela lui fait penser à quelque chose. On dirait des épreuves de préparation, spécialement créées dans un but de renforcement, visant à forger les humains pour quelque chose de plus grand. Et le bruit de la porte l'interrompt dans ses théories. L'homme du gouvernement était revenu avec le repas tout chaud de sa majesté. L'expression de Léon se décontracte en voyant ce qui lui a été apporté. Ce dernier connaissait bien la nourriture devant ses yeux. Face à lui se trouvait un bouillon d'os de bœuf mariné, agrémenté de sel, de poivre et accompagné de kimchi bien croquant. Quand il était encore un pauvre ouvrier sur Terre, ce plat était celui qui le faisait s'échapper de la misère quelques instants. Il a le goût de la nostalgie pour lui. Bien que Léon ait envie d'enculer l'assiette sans préliminaire, il ne doit pas sortir son replay grand roi. La bave aux lèvres, il demande ce que c'est là. Et l'on répond à sa majesté que c'est de la soupe à l'os de bœuf. Pour eux, coréens, enfin vulgaire roturier veut dire, c'est un incontournable, et le goût est divin. Le roi fracasse la table de colère devant cet affront. N'a-t-il vraiment osé lui servir de la pâtée pour paysans? Il devrait l'écarteler sur place publique pour en faire un exemple au peuple. Hors de sa vue, misérable gueux, avant qu'il ne sépare sa tête de son cou. Cet homme est le roi Léon Dragonien de Lionheart, souverain d'un autre monde, apôtre des dieux, représentant de la déesse Ariane, gardien du Saint Graal et propriétaire de l'arsenal sacré. Il est le némésis des espèces démoniaques, tueur du monarque du chaos et du seigneur Arc-Démon, faisant de lui le grand vainqueur de la guerre de 300 ans. Ce même homme, de retour sur sa terre natale, ne pouvait que constater l'urgence de la situation. Tout ça, c'est à cause du manque de religion, c'est gueux. Il est de son devoir de roi d'instruire le peuple à la foi divine. Le roi chevalier était bien décidé à remettre ses mécréants sur le droit chemin. Découpant une entrecôte bien saucée, notre roi, enfin apaisé, profitait d'un repas digne de sa grandeur. Jinsu n'en revient pas qu'il ait tout envoyé valser pour un bouillon à l'os, qui en plus est délicieux. Harry, elle remarque qu'il a l'air enfin calme maintenant qu'ils lui ont filé un steak d'aloyau et du vin rouge de 93. Le manager de l'association ordonne à la jeune femme d'aller lui parler en première. Cette dernière n'est pas confiante du tout, elle ne maîtrise pas le vocabulaire soutenu. Mais Jinsu insiste, elle a plus de chances que les autres de s'en tirer. Tout à l'heure, ce type lui dit qu'elle était courageuse, non? Non, mais si elle a pas le choix, elle va faire de son mieux, hein. Ouvrant la porte de la fosse au lion, Harry s'excuse platement d'interrompre sa majesté lors de son repas, mais... Léon reconnaît ce visage, elle est l'épéiste du groupe du portail. Elle s'empresse alors d'indiquer à la caméra que le premier contact avec la bête est positif. Ne sautant pas les étapes, Harry demande si le repas était à son goût. Ce à quoi Léon répond que c'était satisfaisant, leur chef n'a pas l'air mauvais. Il se justifie ensuite de son comportement de tout à l'heure. Ce n'était pas lié à la nourriture, mais plutôt à leur attitude insouciante à l'égard d'un roi. Lorsque l'on accueille la royauté d'un autre pays, il faut la traiter comme il se doit, avec respect. Mais peut-être que c'est juste une différence de culture. Harry attrape la perche qu'on lui tend. Oui, voilà, c'est un manque de connaissance de leur part, rien de plus. Son excellence va donc passer l'éponge pour cette fois. Mais sinon, elle s'appelle Anne quelque chose, c'est bien ça? L'assistante manager se présente, elle s'appelle Anari, de l'association des chasseurs de Corée. Notre héros mentionne ensuite les démons. On lui a dit que ces créatures maléfiques étaient apparues sur Terre, c'est bien ça? Avec cet échange, Harry n'avait qu'un seul but en tête. Le faire rejoindre l'association des chasseurs, ou le cas échéant, le faire rester dans ce pays et le faire rejoindre une guilde. La jeune femme confirme pour les monstres et l'informe que s'il leur en donne la permission, eh bien le gouvernement coréen répondra à ses besoins. Aujourd'hui au XXIe siècle, les pays se disputent tous dans une guerre de renseignement afin de mettre la main sur les survivants qui émergent. Peu importe les concessions que le gouvernement devra faire, ils doivent impérativement s'assurer que cet homme ne rejoigne pas notre pays appâté par une meilleure proposition. Léon reprend donc l'initiative de la discussion. Étant un chevalier sacré, son code d'honneur lui dicte de combattre au front pour ce monde et ses habitants. Harry, toute joyeuse, lui propose une certaine association des chasseurs, mais notre héros n'a pas fini. Il est impensable qu'un roi saute aux ordres d'une institution étrangère. Il va fonder son propre ordre de chevalier. La jeune femme ne pensait pas entendre une telle phrase de son vivant. Dépitée, ne sachant quoi répondre, elle se contenta d'acquiescer. De retour avec Jinsu, Harry était complètement stun. Ils ont dit quoi, les supérieurs?
Eh bien, le manager répond qu'il n'a d'autre choix que d'accepter toutes ces demandes. C'est déjà bien qu'il ne soit pas parti dans un autre pays, ou même dans une des grandes guildes. Mais Harry reste démoralisé et que l'association affiliée au gouvernement doive courber les chines à ce point. Cette dernière brûle de rage. Tout ça, c'est à cause de ces foutues guildes prêtes à attirer les survivants avec leur argent. D'ailleurs, Jinsu la reprend. Vu qu'elle en parle, la guilde du Phénix a... Désinterrompant, une sonnerie d'alarme se met à résonner dans tout l'établissement. Sur leur portable, on les alerte qu'une brèche du donjon a eu lieu aux plaines de Nam. Si le portail est apparu au milieu des champs et qu'il y a une rupture, ça arrêtera la production de nourriture dans un large rayon. Mais Harry fait la remarque que cette zone est celle de la guilde du Phénix. Elle est gérée par les Yongshan, le rang S. Un portail orange ne devrait pas leur poser problème, non? Et Kim Jinsu, lui, est sûr que ses enflures ont une idée derrière la tête. Ils doivent s'y rendre pour les tenir à l'œil. De l'autre côté de la porte, Léon entendait le manager hurler des insultes envers les Phénix. Il a plus ou moins pu capter leur conversation, il y a l'air d'avoir des problèmes. De ce qu'il a compris, en cas de rupture du donjon, alors le sol sera infecté et les cultures ne tiendront pas. Faisant émaner une aura dorée de son bras, Léon constate que cette force n'est pas présente ici. Il se concentre alors pour tenter d'atteindre une de ses vieilles amies. Est-ce qu'elle peut l'entendre d'où elle est ? Oh, sa chère Déméter. Au milieu des champs et des cultures, le portail orange était bien situé au pire endroit possible, comme l'avait craint Jinsu. La guilde du Phénix et leur leader Young-chan étaient déjà là sur place. Que leur vaut l'honneur de la visite de l'association, Monsieur Kim le chef de section et son adjointe Harry la Bleusaille. Jinsu est maintenant sûr que ce fumier a fait exprès de laisser la rupture se produire. Il a dû faire ça pour se venger de l'association qui a refusé sa demande. Et en effet, la guilde du Phénix a demandé une exonération fiscale sur les bénéfices réalisés grâce au portail. Ils ont pu faire un énorme profit grâce aux items des quêtes, aux cristaux magiques et aux matériaux de monstres. Et maintenant, ils souhaitent annuler la taxe du gouvernement sur leurs ventes qui dépasse le milliard. Jinsu en avait marre, déjà que les grandes guildes ont trop d'avantages. Alors si en plus elles se mettent à faire des cacas nerveux dès qu'on leur refuse un truc illégal. Harry hurle qu'il faut fermer le portail, c'est urgent, ça va bientôt faire une semaine qu'il est ouvert. Mais Young-chan répond qu'il donnera les droits de possession s'ils échouent à le terminer. Enfin, ceci dit, lui et ses hommes sont très malades aujourd'hui. Il ne peut se risquer à faire un raid dans cet état. Ils feront peut-être l'effort d'essayer demain s'ils se sentent mieux. Harry craque devant ces provocations. Il sait très bien les conséquences que ça aura si le portail seront ici. Désolé, mais il n'en a aucune idée. Mademoiselle Harry, vous devriez rester à votre place. Il lui a déjà dit la dernière fois qu'ils se sont vus, non? En ce monde, la justice est du côté de l'argent et du pouvoir. Quelqu'un intervient alors, il ne pensait pas avoir affaire si vite à des ruffians sans honneur. À la grande surprise d'Harry, c'était notre cher souverain qui faisait son entrée en scène. Notre héros demande à la jeune femme de surveiller ses familiarités et de ne pas l'appeler par son prénom. Young-chan veut savoir qui est cet inconnu sorti de nulle part. C'est un chasseur européen ou... Mais Léon ne se contente de répondre que d'un seul mot. Silence. Un vulgaire insecte comme lui devrait surveiller sa langue s'il ne veut pas la perdre. Surpris et enragé, est-ce que Young-chan a bien entendu? Lui qui fait partie du top 20 mondial serait un insecte? Préparant un sort de feu et demandant les dernières volontés de Léon, il se fait interrompre de justesse par Harry. À sa grande surprise, elle lui révèle que c'est un survivant. Le chasseur devient alors courtois et s'incline. Il s'excuse de son manque de manière. Il est Lee Young-chan, chef de la guilde du Phénix. Il rajoute que si ça l'intéresse, eh bien sa guilde peut... Mais Léon le coupe dans son élan. Un roi ne se répète pas. Notre héros interpelle ensuite Jinsu et Harry, qui lui fassent un résumé du problème qu'ils ont avec ce portail. Ces derniers étaient aux anges devant la lueur d'espoir qui leur tend les bras. Harry prend alors la parole, explique qu'il s'agit d'une rupture de portail. Lorsque ça se produit, les monstres à l'intérieur du donjon sortent et envahissent la terre. Le problème, c'est qu'à cause du passage des créatures, les terres se font contaminer et donc les cultures deviennent stériles. La plaine de Nam est un des greniers majeurs de Corée, et en ce moment même, l'énergie démoniaque du portail se répand dans le sol, d'où l'urgence de la situation. Son excellence demande simplement ce qu'est la solution. Harry répond sans détour, faire disparaître le donjon et purifier les terres au plus vite. Très bien, parfait, voilà qui lui éclaircit les idées. Notre héros ordonne donc à Harry de rassembler et préparer ses troupes. Qu'elles se réjouissent. Dès que ces saltimbanques en abandonnent la propriété, il s'occupera personnellement de conquérir ce portail. Son sourire récupéré, Harry le remercie, mais Léon affirme devoir faire quelque chose avant. Selon lui, un roi ne peut entamer d'actions militaires comme bon lui semble dans un pays étranger. Il faut donc d'abord qu'il obtienne la permission du roi de cette nation. La jeune femme, désorientée, répond que ça devrait être bon. Mais Léon n'en démord pas. Il n'est pas digne d'un roi d'ignorer les règles et procédures de ses hôtes. Mais allez, qu'elle se dépêche de le contacter. Eh ben putain, même Young-chan était choqué de voir quelqu'un d'aussi invivable. Et pourtant, il est plutôt bon dans ce domaine. Une fois la nuit tombée
tomber sur les plaines, Harry interpelle sa majesté pour prévenir qu'elle en a fini avec les instructions qu'il a données. Tenant une poupée de paille, celle-ci s'interroge sur l'utilité de cet objet. Léon se justifie que leurs précieuses terres sont contaminées, alors ils doivent les purifier. Mais la chasseuse ne voit toujours pas le rapport avec cette marionnette. Léon avait donné 2 ordres pour Harry. Le premier était de fabriquer ses poupées de paille, et partant vérifier les résultats du deuxième, il s'agissait de faire fabriquer les petites idoles par des femmes qui ont déjà donné la vie. Bien, qu'elles lui apportent tout ce qu'elles ont fait, il va examiner ça. Notre héros entamait alors les inspections comme un juge de concours. Qu'est-ce que c'est que cette chose entre ses mains? C'est pitoyable. Léon déchire la première sans pitié, qu'on lui apporte quelque chose qui ne soit pas difforme. Recalé aussi, pourquoi ça ressemble à une volaille? Pareil, nul, vous devrez avoir honte, Harry. Les échecs commencent à s'empiler, au plus grand dépit de notre roi. Mais finalement, il a pu rencontrer son bonheur avec la vieille dame en fin de file. Sa poupée était tout simplement parfaite et rayonnait d'un grand amour. Léon s'agenouille devant un tel exploit. À combien d'enfants a-t-elle donné la vie? La vieille dame répond 12 au brave jeune homme. Eh ben, ce pays devrait remercier son patriotisme. Embrassant sa main, il lui demande pardon. En temps normal, il aurait mandaté les chevaliers pour lui apporter un cadeau royal, mais la situation est pressante malheureusement. Poupée à la main, il est temps pour lui de passer aux choses sérieuses. Un hôtel sacré avait été installé au milieu des champs, avec l'idole placée en son centre accompagnée d'une chandelle. Plongeant sa main à travers un cercle magique, Léon informe ses acolytes que les conditions sont remplies. Il en sortit un calice orné de joyaux et étincelant d'or. Léon se met alors en appeler à la déesse des terres, la mère des fertilités. Les habitants de cette terre lui offrent cette idole de paille en signe de reconnaissance. Même l'horrible Yongshan observait sagement avec attention ce spectacle. Et finalement, la coupe se mit à rayonner d'un doré sacré une fois la prière terminée. La lumière remplissant peu à peu le calice, jusqu'à le remplir à ras-bord d'un liquide ambré. Harry s'en retrouvait subjugué d'assister à un tel miracle. Le chant sacré continue, alors que le récipient se met à déborder d'une lueur étincelante et chaleureuse. De fines gouttelettes se mettent alors à danser partout sur l'autel. Léon, les yeux fermés, affiche une sérénité nouvelle aux yeux des autres. L'eau miraculeuse virevoltait avec encore plus de ferveur, avant d'envelopper la poupée, qui s'imprégnait de cette essence divine dans l'air. La totalité des chasseurs sur place restait sans voix devant ce spectacle d'ordre céleste. Et voilà qu'à la surprise générale, la poupée se redresse et appelle son cher enfant, le roi de Lionheart. Ce dernier, toujours à genoux, souhaite humblement la bienvenue à Mère Nature. L'esprit de Déméter, déesse des terres et de la fertilité, avait investi l'offrande de paille. Toujours la main au cœur, Léon remercie la divinité d'avoir accepté l'offrande et répondu à son appel. Déméter était contente de retrouver son vieil ami, mais elle peut sentir le mal imprégner ses terres et les contaminer. Notre héros indique qu'elle a vu juste. Les espèces démoniaques sont aussi présentes dans ce monde, mais il n'y a aucune divinité pour les protéger. Il espère qu'elle ne se sentira pas insultée d'être en présence de tous ces mécréants. Mais Déméter se montre compréhensive. Ce n'est pas un péché que d'être imparfait. C'est même le propre des mortels. La petite poupée demande ensuite ce que compte faire son vieil ami, maintenant qu'il a trouvé un nouveau monde dans lequel vivre. Léon mentionne qu'il pourrait facilement se fondre parmi les guerriers de cette époque, mais il reste le porteur de la royauté et de la foi. Ainsi, il veillera que le devoir et l'autorité regagnent la place qui leur est due dans ce monde. Il va répandre la foi et enseigner aux ignorants pour les reconduire sur le droit chemin. Et ce, jusqu'à ce qu'un nouveau panthéon investisse ce monde. Tendant sa toute petite main, la déesse souhaite entendre la requête de notre héros. Elle apportera son aide avec joie. Léon Dragonia en appelle à la déesse Déméter, qu'elle libère ses terres de l'infection démoniaque et apporte sa bénédiction aux cultures. Très bien, elle accepte. Elle fera tout pour son petit chouchou. Comme sa divinité ne parcourt pas ses terres, elle va en répandre un peu ici pour substituer à sa présence. La petite goutte d'eau ambrée chutait au milieu des champs à travers les cultures, avant d'atterrir sur le sol infecté. Et un rayon de lumière sacrée illumine alors l'ensemble des plaines d'Onam. La puissance divine de Déméter se répandait alors à travers les cultures qui regagnaient leur vitalité. Les chasseurs, eux, observaient avec stupeur et admiration l'acte céleste qui inondait les champs. Sa Majesté les interpelle, que ces ignorants admirent la puissance des dieux et se repentent de leur infidélité. Ces terres viennent d'être bénies par la générosité de la grande déesse de la terre. En signe de reconnaissance, qu'ils enfantent et prospèrent, car tel est le devoir de tout être vivant. Cette terre fertile est la preuve ultime du soutien des dieux qui veillent sur eux malgré leurs erreurs. Une fois la situation calmée et l'ordre revenu au sein des champs, Li Yongshan ne pouvait accepter d'avoir été humilié par ce bouffon sorti nulle part. Il hurle aux personnes présentes de ne pas se laisser duper. Les plantes d'après une magie sont toxiques, tout ça c'est du bluff. Et on n'en revient pas que ce gueux ose insulter les cultures bénies par la déesse. Le chef du Phénix insiste et refuse de croire que cette poupée ne soit... Mais on le prévient que son ignorance a déjà été pardonnée une fois. Qu'il s'arrête là, avant d'en assumer les conséquences. L'intimidation de Léon, ou plutôt la menace,
menace, parvient à faire taire Lee Yong-chan. Mais ce dernier refuse de perdre la face devant ses hommes. Il y a aussi son plan pour les taxes qui va foirer. Enragé, il ne compte pas laisser ça arriver. Il va le faire passer pour un charlatan. Yong-chan interpelle donc Léon. Il faut encore qu'il prouve que les récoltes ne sont pas toxiques pour ceux qui en ingéreront. Il le remercie d'avance pour sa coopération. Par chance, il se trouve qu'ils ont avec eux un expert en analyse magique qui peut s'occuper de cette tâche. Sans perdre un instant, l'homme de main du Phénix annonce qu'il va faire ça immédiatement. Et c'est devant un Yong-chan satisfait que l'expert lance son sort d'évaluation sur un bout de récolte. Alors concentré en plein dans son analyse, les résultats tombent et le laissent sans voix. Et pour cause, il avait devant lui du riz béni de rang rare. Béni de la déesse Déméter, il peut même guérir jusqu'à des maladies de rang 3 si consommé plusieurs fois. L'expert hurle que toutes les cultures ont un tel rang rare. Un peu de ce riz peut même guérir le cancer ou la calvitie. Tandis que les chasseurs commençaient à comprendre l'ampleur du miracle, Léon observait agacé, aux côtés d'une Déméter toute joyeuse. Jinsu ordonne qu'on lui apporte le cuiseur de riz sur le champ. Quelques instants après, la nourriture était en fin de préparation. Jinsu le déguste sans vergogne. Incroyable. En plus de ça, le riz accorde plusieurs buffs comme une récupération accrue en mana et stamina pour une durée de 8 heures. Jinsu se demandait bien comment du riz pouvait donner autant qu'un bœuf consommable à 2000 boulasses. Et derrière lui, Harry débarque en courant, tout paniqué. Chef, il y a un truc incroyable en plus du riz. Son supérieur l'invite à ne pas parler à la bouche pleine. Elle le dégoûte. Elle descend alors tout ça, façon kawaii. Mais Harry s'empresse de reprendre. Qui lui demande pas pourquoi, mais elle a bouffé un insecte. Et à la surprise générale, elle a obtenu un bœuf. Jinsu réalise alors que la bénédiction des terres s'étend aussi sur tous les êtres vivants. Que tout le monde se disperse, attrape tout ce qui bouge. Ils vont entrer dans le portail avec le max de bœuf. En retrait de l'agitation, Déméter en appelle à son enfant. Il semblerait que la situation ici-bas soit résolue et qu'il n'ait plus besoin de ses services. Elle va donc devoir repartir. Léon s'agenouille avec respect. Il fera en sorte que nul n'oublie la bonté dont elle leur a fait grâce. Mais la déesse assure qu'elle ne pouvait lui tourner le dos ainsi. Avant de partir, elle aurait une requête pour son vieil ami. Qu'il prenne soin de lui et ne néglige aucun repas. La présence divine venait de quitter le réceptacle de paille. Et la poupée retombe inerte sur l'autel avec légèreté. Harry vient prendre des nouvelles de sa majesté, mais ce dernier se demande alors s'il n'y a aucun dieu dans leur monde. Harry n'en a malheureusement aucune idée, c'est une question qui fait débat depuis longtemps ici. Eh bien Léon leur recommande de s'ouvrir l'esprit. Un monde prospère a besoin d'énergie divine comme engrais. Bon, et maintenant que les troupes sont rassasiées, ils vont pouvoir commencer la conquête du portail. En retrait, un des hommes du Phénix demande ce qu'ils doivent faire à leur chef. Leur plan va tomber à l'eau à cause de ce type. Le rang S bouillonnait en silence. D'où est-ce que sort ce foutu survivant? Sans son intervention, ces guignols du gouvernement n'auraient eu d'autre choix que d'accepter leur demande. Putain, il espère qu'il crèvera dans le portail. Soudainement, Yong-chan réalise quelque chose. Il ricane que c'était tellement simple et évident qu'il n'y avait pas pensé. Ce à quoi son sbire lui demande ce qu'il entend par là. Eh bien, ils ont déjà fait plusieurs repérages dans le portail, non? L'on lui répond que oui, mais qu'il ne semblait pas si dur hormis... Et voilà que le sbire réalise alors la bénédiction qui leur tend les bras. Yong-chan le prend de court. Il n'y a que Hanari de rang A pour gérer ce petit truc. La blondasse de survivants, ça doit être un support qui ne sait pas se battre. Autrement dit, il n'y a aucun doute qu'ils vont tous crever à l'intérieur du portail. Et pour cause, à l'intérieur de ce donjon, se trouve une menace tapie parmi les ténèbres. Une menace si grande qu'elle faucherait par centaines les vies des chasseurs ordinaires qui s'y aventurent. Une fois l'équipe du gouvernement à l'intérieur du portail, une immense caverne bien lugubre leur servait de réception. Des restes de squelettes jonchaient le sol alors que l'équipe d'intervention de l'association, menée par Kim Jinsu, continue de s'enfoncer toujours plus loin. Donc, si Léon a bien compris, terminer la quête ou battre le boss devrait refermer ce portail. Un duel contre le général ennemi, l'idée lui plaît bien. Mais Harry n'osait pas trop lui dire que croire à un duel, c'est assez naïf. Devant les restes d'un des monstres, Léon se met à réfléchir sur la situation. L'autre guilde n'avait-elle pas exploré une partie des lieux déjà? C'est assez étrange qu'il reste encore autant de monstres, non? Harry lui indique que c'est une caractéristique de certains donjons. Normalement oui, le nombre de monstres devrait définitivement baisser en les tuant. Cependant, il arrive que dans certains donjons, notamment ceux de squelettes, morts-vivants ou démons, eh bien alors les monstres réapparaissent à l'infini, tant que le boss est encore en vie. Et on comprend mieux, donc au final il leur suffit simplement de s'occuper du champion ennemi. Notre héros suppose qu'il y a fort à parier que le boss est un être de type mort-vivant, et Harry confirme ses propos. C'est probablement un nécromancien qui contrôle l'entièreté des monstres présents. Mais coupant la chasseuse, une fenêtre d'alerte s'ouvre. La rupture du portail a débuté.
Tous les chasseurs ont maintenant un compte à rebours sur leur vie. Le leader des troupes ennemies, le Dullahan, commandant des chevaliers, se met en marche. Éliminer le boss du portail avant la fin du temps imparti de 3 heures. L'entièreté des chasseurs sur place était pris de nausée. Le sablier de la mort était maintenant ancré en eux. Une tête de chevalier maléfique fixait les chasseurs au loin. Un océan de squelettes marchait en direction des malheureux humains, avec derrière eux le boss du donjon qui allait observer en première loge le désastre à venir. Bien que Léon reste impassible, ne montrant aucune crainte, Harry, qui est pourtant de rang A, ne semble pas sereine. Jinsu, lui enragé que ce fumier de Yongshan n'aurait caché ce qu'était le boss. Et même les squelettes ont l'air plus forts que ceux d'avant, en plus d'être trop nombreux. La panique commence à s'installer parmi les rangs de l'association, mais Jinsu leur demande de se reprendre. Il demande à Machik combien d'archers ennemis il y a. Ce dernier, arc à la main, peut les compter. Il voit 30 archers et 2 mages. Bien, ceux qui ont des boucliers en première ligne et les chasseurs à distance, concentrez-vous d'abord sur leurs archers. Les vagues de squelettes s'apprêtaient à déferler sur les pauvres chasseurs, mais Jinsu est prêt à les recevoir. L'un des monstres prend l'initiative et se jette sur le manager. Ce dernier encaisse un coup si fort qu'il fracasse le sol. Malgré qu'il soit un tank de rang B, il l'a senti passer. Ils ont l'air plus forts que prévu. Mais Jinsu ne se laisse pas abattre et repousse le squelette. D'une seule frappe, il le fracasse en 2. Un peu rassuré, il pense pouvoir le faire, il peut les gérer. Mais dans son dos, une concentration d'énergie magique l'interpelle. À la surprise générale, les mages squelettes lançaient l'incantation d'un sort avancé. Jinsu envoie une provocation monstre. Il doit rediriger l'attaque sur lui. Et fort heureusement, les mages mordent à l'hameçon instantanément. L'attaque magique fuse et vient s'exploser contre le rempart Jinsu. Ce dernier rassure ses hommes, il va bien, il lui en faut plus pour... La silhouette du carnage était venue en personne à la rencontre du chasseur afin d'écourter son temps imparti. Épée dans une main et tête dans l'autre, le Dullahan se contente de fixer sa proie. Jinsu attendait de voir ce que le boss allait faire et essayait de prévoir plusieurs scénarios. Mais d'un coup, l'immense épée arrive déjà à sa rencontre. L'assaut du cavalier est si fort qu'il envoie Jinsu s'exploser à l'autre bout de la caverne. Ce dernier gisait contre la paroi, souffrant et désarmé. Bien que Léon continue d'observer sans inquiétude, Harry, elle hurle à son supérieur s'il va bien. Une de ses collègues affirme qu'il va avoir besoin de renfort. Elle devrait envoyer l'arrière-garde rejoindre la mêlée. Et Harry ferait mieux se dépêcher de choisir, parce que le Dullahan est en train de ravager le front de son espadon. N'ayant ni le temps ni le choix, elle se résout à appeler sa majesté. Harry s'excuse de son impudence, mais elle supplie son excellence de leur venir en aide. Et notre héros remonte alors la demande à son cerveau. Léon les envoie bouler sans scrupule. Cette querelle de bas quartier ne l'intéresse pas, qu'il se débrouille. La chasseuse n'en revient pas de son absence d'humanité. Notre héros leur dit de regagner leur honneur par eux-mêmes, qu'ils n'espèrent pas envoyer un roi au front contre des tas d'os. La collègue d'Harry demande discrètement quoi faire maintenant, mais cette dernière n'en revient pas des absurdités qu'elle a entendues. Se reprenant en main, elle doit se faire à l'idée que Léon n'a aucune intention d'intervenir. Il reste planté là, à observer le Dullahan avec sûrement en tête son duel chevaleresque. Harry dégaine alors sa lame, elle va s'occuper du boss alors que tous les autres aillent soutenir Monsieur Kim en attendant qu'elle règle ça. Une vive impulsion la rend à part rejoindre le front, mais devant elle, des dizaines de squelettes bloquent le chemin vers sa cible. Là deux, ce petit vénard lui sert de tremplin. Et d'un magnifique saut, Harry était maintenant dans le dos du boss, prêt à frapper. L'impact de l'acier si puissant qu'il provoque une onde de choc. Et pourtant, à la grande surprise d'Harry, son coup en traître avait été bloqué sans difficulté par le Dullahan. La chasseuse ne s'attendait pas à ce qu'il la bloque, mais elle doit tout faire pour s'éloigner des... Soudainement, la tête du boss se trouvait à quelques centimètres du visage de la jeune femme. Elle n'avait remarqué que trop tard qu'il a envoyé sa tête pour bloquer son champ de vision. Sa prochaine attaque maintenant masquée, le boss peut concentrer sa force dans son poing. Harry se prépare à encaisser le choc et... Le Dullahan lui décoche une gauche surpuissante qui l'envoie valser. Ayant bloqué, elle parvient cependant à s'en tirer sans trop de dégâts. Mais elle n'a pas le temps de se reposer que l'action repart. Le chevalier et sa monture étaient déjà revenus au contact de la chasseuse pour terminer le travail. Alors que le boss prépare un nouvel assaut, les flammes émergent d'en dessous. Harry est soulagé. Maintenant qu'ils se sont éloignés, elle peut y aller à fond. Une immense déflagration vient frapper le Dullahan de plein fouet. Ce dernier se débattait à l'intérieur du torrent de flammes, sous l'œil attentif d'Harry. Concentrant plus de puissance dans sa lame, elle compte bien profiter de cette ouverture. Visualisant la trajectoire jusqu'au casque du boss, c'est parti!
Mais l'assaut d'Harry se vit nullifié par l'espadon du boss. Pour la deuxième fois, le Dulan venait de neutraliser un assaut furtif avec le plat de salam. Et alors qu'Harry n'avait toujours pas repris position, le boss venait de fendre l'air de son épée. L'attaque arrivant, la chasseuse ne put que fermer les yeux de résignation. Mais des clappements interrompent alors la scène. L'on félicite le chevalier quant à sa maîtrise de l'épée, mais qu'il n'utilise qu'une seule main. Il était sûrement un chevalier des plus honorables à son prime. Léon souhaitait présenter ses excuses. Il croyait qu'il n'était qu'un vulgaire fantassin mort-vivant, mais il s'est trompé. Notre roi ordonne au Dulan de se réjouir. Il lui offre le droit de le défier. Toujours au sol, Harry n'en revient pas qu'il a attendu le dernier moment pour bouger son cul. Son excellence faisait son entrée sur le front. Inutile de blesser davantage de soldats. Qu'il conclut cette bataille par un noble duel d'honneur entre chevaliers. Harry n'en revient pas. Est-ce qu'il joue la carte de la folie? Jinsu lui se demandait quel type de maladie mentale Léon avait. Et même le petit squelette s'en tirait les cheveux. Enfin, vous avez capté quoi. Absolument tout le monde ici était certain que le plan de Léon allait foirer. Et ben non, ça a marché. Le Dulan hoche la tête. Partout dans la caverne, les squelettes cessaient le combat. Tout le monde était maintenant rassemblé autour des deux chevaliers qui s'étaient engagés à combattre avec honneur. Sortant une arme de sa dimension, Léon indique au chevalier qu'il peut mettre sa tête de côté pour ne pas être gêné. Notre héros peut sentir que ce chevalier était un manieur de double épée, alors le combat ne serait pas loyal avec une gêne entre ses mains. Suite à sa généreuse proposition, Harry se permet d'interpeller sa majesté. Peut-être ne le sait-il pas, mais pour tuer un Dulan, il faut détruire sa tête, alors s'il la met de côté. Mais Léon ne voit pas le problème, ce n'est qu'un détail. Harry était pétrifié de sa bêtise. Comment ça, un détail? Alors que le boss remet la seule façon de le tuer à un de ses sbires, Léon se justifie que c'est l'honneur qui détermine le vainqueur d'un duel. Mais Harry n'a pas l'air très convaincu. Bien, les deux chevaliers sont maintenant prêts pour leur combat chevaleresque dont l'issue déterminera quel camp sortira du portail. Notre héros se présente, il est le représentant de la déesse et de la justice. Grand-duc de Dragonia, gardien des trésors sacrés et souverain de Lionheart. Malheureusement, son opposant ne semble pas être en capacité de le saluer en retour. Mais ce n'est pas grave, Léon Dragonia Lionheart défie ce chevalier en duel. Sans perdre un instant, le Dulan prend l'initiative et fonce sur Léon. Arrivé devant ce dernier, il brandit son espadon à pleine puissance. Un choc métallique résonne dans la caverne suite au coup. Le visage de Léon ne laissait transparaître ni effort ni inquiétude. Et pour cause, notre héros repoussait la large épée du boss sans aucune difficulté. Puis d'un habile mouvement du poignet, fait s'écraser son arme au sol tout en braquant son ennemi de sa lame. La pointe de l'épée, dirigée vers là où serait la gorge du Dulan, Léon lui annonce que c'est la première. Ne s'avouant pas vaincu, le chevalier noir reprend la distance. Et serrant son arme de ses deux mains, il prend une position des plus menaçantes. Toute l'énergie de ce dernier est alors envoyée dans une ultime attaque. Les chasseurs en retrait s'inquiétaient. Il ne pourra pas bloquer un tel coup comme avant. Mais Léon, toujours confiant, indique au boss que son équilibre est décalé. Défiant toute prédiction, il envoie son ennemi s'exploser contre le sol. La surprise était générale dans le public. Personne n'a vu ce qu'il s'était passé, ou même pourquoi le coup du boss n'a pas touché. Mais Harry avait des étoiles plein les yeux, ça était d'une pure beauté. Eh bien Jinsu réclame la VAR à Madame Laran. Elle est la seule à l'avoir vue, mais elle a profité de l'élan du boss et de son manque de stabilité pour dévier le coup et projeter le Dulan à terre. Avoir une telle idée relève de la folie, mais la mettre à l'exécution avec succès, elle ne saurait dire si c'est un miracle ou du prodige. Une nouvelle fois, Léon pique son opposant de sa pointe. Avec ce coup, cela fait déjà 2 fois qu'il serait normalement mort. Notre héros invite le chevalier à se remettre en position. Ce n'est pas terminé, ils n'en ont pas fini. Alors que l'acier résonnait au travers de la caverne, le Dulan ne se rappelait plus de quand datait son dernier duel avec un chevalier digne de ce nom. Lorsque ce type lui a proposé un duel, n'importe qui aurait pu penser qu'il s'agissait d'une ruse pour le piéger. Prenant une posture offensive, le Dulan ne pouvait qu'admirer. Oui, admirer ce chevalier à l'attitude droite et au regard reflétant d'innombrables batailles. Il émane de lui une aura qui symbolise la gloire et l'honneur. Léon prévient son adversaire qu'il encaissera la prochaine attaque. Et comme annoncé, il réceptionne le coup. Son excellence repousse même le Dulan à simple revers. Touchant l'armure du boss, cela fait maintenant 3 fois. Alors que Léon demande à son opposant s'il souhaite continuer, ce dernier était admiratif de cet homme qui incarnait l'idéal de la chevalerie. Le Dulan désirait le combattre éternellement, mais refuse de souiller ce combat en utilisant sa nécromancie. Il gagnera comme il le faisait jadis, à la manière des chevaliers, l'âme contre l'âme, honneur contre honneur. Le boss du portail attaquait sans relâche le chevalier vertueux qui lui servait d'adversaire. Le Dulan s'acharnait encore et encore dans l'espoir de remporter ce duel.
Cependant, Léon ne concédait aucune faille à cet adversaire qu'il jugeait digne. Puis finalement, l'un d'eux se vit désarmé. L'immense espadon maintenant planté dans le sol, Léon annonce que cela fait maintenant 10 fois. Il remarque que la maîtrise à l'épée du boss est de plus en plus précise. Seraient-ce ses souvenirs de sa vie passée qui reviendraient? Le Dulan était admiratif devant cet honorable chevalier qui lui a permis de revivre sa gloire des jours passés. Maintenant que la tension est retombée, notre héros souhaite savoir s'ils doivent continuer leur duel. Fixant son homme, le chevalier noir hésite un instant. Il pouvait observer le reflet de celui qu'il est maintenant devenu. Récupérant sa tête, le chevalier a pris sa décision. Il est fatigué de tous ces massacres. Fatigué de combattre encore et encore, d'une façon qui ferait honte à la chevalerie qu'il chérit tant. Le Dulan offrait sa tête en récompense au grand vainqueur du duel. Agenouillé devant celui qu'il reconnaît être la personnification de l'honneur, le chevalier déchu serait comblé de mettre fin à son tragique voyage d'une façon si noble. Le roi de Lionheart était ravi que ce guerrier ait retrouvé son honneur. En guise de respect et de récompense pour leur combat, il va prier pour lui. Si le Dulan a un dieu en qui croire, Léon souhaite à ce dernier qu'il accorde le repos à ce chevalier. Si ce n'est pas le cas, alors que la grande déesse Ariane lui ouvre ses portes et l'accueille dans son jardin, notre roi espère qu'un jour prochain, ils seront amenés à se revoir dans l'au-delà. Adieu, honorable chevalier sans nom, vêtu de noir. L'aveuglante lumière invoquée par Léon faisait disparaître le nécromancien, maintenant apaisé, jusqu'à révéler une enveloppe de chair sous la sombre armure. Sous le homme du Dulan se cachait une figure noble qui, d'un grand sourire, remercie son bienfaiteur. Une fois les péripéties à l'intérieur du donjon terminées, les chasseurs pouvaient maintenant souffler, de retour dans les plaines d'Onam. Harry était toujours perplexe des événements. Finalement, il a tenu sa promesse. Ouais, et Jinsu ajoute qu'en plus, il a réussi à avoir d'un monstre le duel qu'il souhaitait. Par contre, la chasseuse ne comprend toujours pas d'où est sorti ce flashbang. Si elle se rappelle bien, il a parlé d'une prière. Son collègue suppose que c'est l'énergie divine dont il lui a parlé plus tôt, ce qui expliquerait en plus que les squelettes aient disparu. Harry se demande pourquoi ne pas faire ça dès le début dans ce cas. Derrière eux, on leur répond qu'il avait ses raisons pour agir ainsi. Notre héros s'incruste dans le dialogue. S'il s'était précipité, cet honorable chevalier serait mort comme un vulgaire nécromancien. L'honneur est la raison d'être des chevaliers, et ce Dulan a pu recevoir la fin qu'il méritait, uniquement grâce à sa volonté, qui est restée ancrée en lui même dans cet état. Bien, maintenant Léon va aller jeter un œil à son butin de guerre. Harry ne s'attendait pas à ce qu'ils font sur le loot. Quelle avarice. Face aux chasseurs, 3 objets d'un noir abyssal se démarquaient du lot. Jinsu était assez impressionné par la quantité de mana qui émane de ses équipements. Harry, elle, ne pensait pas que la cape et l'épée du boss seraient récupérables. Et Léon, lui, semblait quelque peu intrigué par quelque chose. La chose en question, c'était le cristal du nécromancien qui dégageait un mana puissant mais maléfique. Une expression de dégoût mêlée à de la colère se forme sur son visage. Piétinant le cristal, il annonce que c'est un détritus. Sur simple envie de Léon Dragonia, plusieurs millions avaient explosé en 1000 morceaux. Notre héros n'aimait pas l'énergie que ça dégageait, ce n'était qu'une boule à problème, bon débarras. Tous les chasseurs sur place étaient anéantis. La notion d'argent est vraiment pas la même pour tout le monde. Quelques jours plus tard, de retour au QG de l'association, Harry avait maintenant le rôle de majordome pour sa majesté. 4 jours que Léon était sur Terre, et ce dernier laissait déjà des traces sur la pauvre Harry. Elle en peut plus, pitié, que quelqu'un lui vienne en aide. Et pour cause, il a fallu gérer la colère de Léon quand il a appris l'existence des impôts et de l'URSSAF. Selon lui, un roi ne paye pas de taxes. Il lui a ordonné de se débrouiller et de régler ça, parce que c'est soi-disant un sujet pour ses serviteurs. Ensuite, Léon a fait des habitants d'Onam ses premiers adeptes pour introduire de l'énergie divine dans le pays. Et du coup, comment ça ils doivent payer la dîme? Son excellence les rassure, la dîme n'est que de 90% de leur récolte. Devoir payer la dîme en plus des impôts et des factures, c'est... Son excellence leur dit de ne pas craindre la faim, puisqu'ils sont maintenant les adeptes de la déesse. Aussi, il s'occupera de prendre en charge leurs dépenses essentielles. Harry présente un papier au vieux couple. Ils ont fait expertiser le riz béni pour savoir sa valeur et... Hein? 100 000 euros les 100 kilos? Avec ça, Léon comptait maintenant ses premiers partisans de la foi. Le dernier petit souci à régler, c'était la location qui ne plaisait guère au roi. Celui-ci réclamait à les luxueux, des domestiques et même des œuvres d'art à contempler. La pauvre Harry a dû appeler tous les hôtels 5 étoiles du comté pour louer une suite satisfaisante. Et une fois Léon installé dans sa nouvelle chambre, la jeune femme l'implorait pour qu'il aille enfin se coucher.
et que du coup elle aussi puisse repartir. Enfin, ça elle a pas osé lui dire. Et maintenant, de retour au présent, Harry s'annonce devant la porte de Sa Majesté, qui l'autorise à rentrer. Voyant ce dernier confortablement installé, elle constate qu'il se porte bien. Ayant apporté de nouveaux mets de luxe, Harry annonce que c'est l'heure du petit-déj. Mais Sa Majesté ne semble pas emballée. Est-ce qu'elle a mangé au moins? La jeune femme répond que malheureusement non, pas encore. Eh bien Léon lui dit d'un air suffisant que c'est mauvais de sauter les repas. Harry le remercie, mais au fond c'est sa faute si elle a pas eu le temps. Sous la cloche, plusieurs plats des plus exquis préparés rien que pour Sa Majesté. Oh là là, tout ça faisait saliver la chasseuse affamée. Elle se prendra un sandwich triangle plus tard. Mais à sa grande surprise, son excellence lui ordonne de se prendre un siège. Ému par ce tout premier acte de gentillesse, les larmes lui montent aux yeux. Bon eh bien, si c'est un ordre de Sa Majesté, bon appétit. Et qu'est-ce qu'elle est en train de faire avec ses couverts? Eh bien, la jeune femme pensait qu'il l'invitait à partager son déjeuner avec elle, non? Dans quel monde idyllique les rois et paysans dînent-ils ensemble? La pauvre Harry n'était pas prête de goûter à la gentillesse du roi. Une fois le repas de Sa Majesté dégusté, il était temps pour une virée en voiture. Reconvertie en chauffeuse, Harry annonce à Léon que l'association lui apportera un soutien financier et une aide à sa resocialisation. Aussi, ils sont en route vers ce qui sera sa nouvelle demeure. Notre héros exprime sa gratitude. Étant leur invité, il tâchera de ne pas trop leur en demander. La jeune femme souhaite ensuite reparler de la répartition des items du portail orange, mais Léon lui a déjà dit de gérer elle-même ce genre de broutille. Quoique, finalement il aime bien la cape, il va la garder. Le trajet terminé, les voilà arrivés devant un bâtiment des plus luxueux. Harry est satisfait d'avoir trouvé cet endroit. En plus d'être proche de l'association, il possède des installations sportives dernier cri, un restaurant 3 étoiles et même une aire d'atterrissage sur le toit. Toute contente, elle espère sincèrement que Sa Majesté appréciera l'endroit. Mais celui-ci prêtait à peine attention. Son regard croisa même une immondice visuelle. C'est donc ça l'art moderne. Misère, c'est dégueulasse. Une fois nos héros à l'intérieur, une personne les accueille et salue Mademoiselle Harry. Cette dernière pensait que leur venue serait secrète et demande à qui elle a affaire. Son interlocuteur s'amuse de cette coïncidence. Il est Park Jong-chan, PDG du groupe alimentaire Dojung. La jeune femme s'attendait à tout sauf à ça. Ce groupe est l'un des 3 piliers financiers du pays et il les attendait en personne. Soudainement, le regard sournois de Monsieur Park rencontre notre héros. Le vieux renard fait mine d'être surpris. Il doit être le survivant récemment arrivé sur Terre. Il l'ignore sûrement, mais il est le directeur d'une des plus grandes entreprises de Corée. Park Jong-chan à son service. Tendant sa main pour le saluer, il est enchanté de rencontrer Léon Dragonia Lionheart. Mais ce dernier est révulsé. Un vulgaire marchand, c'est une poignée de main du roi. Peu après ça, dans la nouvelle suite royale de sa seigneurie, Harry lui annonce que l'association lui cède l'endroit pendant 1 an et qu'ils se chargeront du loyer ainsi que des frais de vie. De plus, il a accès à tous les services de l'établissement, incluant les majordomes, les agents d'entretien et les chaînes débloquées. Quelques instants plus tôt, lors de sa rencontre avec le PDG, Harry était bien embêté que ce dernier ait appris pour Léon. Comme elle ne savait pas quelles étaient ses intentions, voir Léon ignorer cet homme l'a quelque peu soulagé. Et pour autant, ça l'intrigue encore de savoir la raison de sa visite. Ce à quoi Léon répond: il n'y a qu'une seule chose qu'un marchand convoite. Il n'y a que le profit qui oxygène le cerveau de ces ruffians. Harry fait le lien avec les plaines d'Onam, ils en ont sûrement après le riz béni. Pendant l'incident du portail, et à cause de l'urgence de la situation, le contrôle de l'information n'a pas été encadré comme il se devait. Résultat, un streamer a enregistré un TikTok, et même si l'association lui a demandé de supprimer, eh bien... Harry constate qu'il a simplement reupload ce vieux vicieux. Mais c'est qu'il a percé en plus le fermier. Visionnant cette même vidéo, Jong-chan enrage encore de l'arrogance du roi. Le PDG demande à son responsable labo si les effets du riz sont vrais. Et ce dernier répond que oui, il en est quasiment sûr. Mais il n'a testé que sur des rats, alors quelle est la garantie sur des humains? Eh bien en fait monsieur, c'est-à-dire que... L'esthétiquement incroyable assistante de Monsieur Park l'informe que pour obtenir plus d'informations, ils sont partis enquêter directement à la rizière. Un des chiens qui était mourant il y a peu s'est rétabli et déborde maintenant de vitalité. D'autres personnes atteintes d'asthme ou de diverses maladies respiratoires ont aussi guéri après avoir consommé de ce riz. Dans tout le village, une multitude de maladies mineures et majeures ont été traitées suite aux événements du portail. Et donc, même s'ils n'ont pas reçu d'essai sur les hommes, en considérant les témoignages des villageois, c'est tout comme. Et ça, Monsieur Park était ravi de l'apprendre. Tout serait si simple s'il n'y avait pas cet attardé tout furieux. Il a osé le qualifier, lui, le directeur du groupe Dojung, de simple marchand. La charmante assistante souligne que les perspectives d'exploitation de riz sont infinies. Il est impératif de mettre la main dessus. Et ça, le PDG est bien au courant. Il va s'arranger pour rencontrer ce Léon à nouveau. Frappant son bureau, il enrage. Ce type ose jouer les arrogants parce qu'il possède un peu de riz. Il va vite comprendre à qui il a affaire. Il est comme tous les autres survivants, des abrutis qui pensent que leur ancien monde était meilleur,
Dégainant son smartphone, il compte bien lui montrer comment on gère les rois depuis 1789. Lorsque Léon est réapparu sur Terre, il s'est fixé 3 objectifs vis-à-vis de ce nouveau monde. Le premier étant de répandre la foi envers la grande déesse. Sur Terre, il y a plusieurs religions et d'innombrables dieux auxquels les gens croient. Mais le problème, c'est que malgré ça, l'énergie divine n'existe pas. Une divinité est censée bénir le monde grâce à la foi qu'elle reçoit des humains. Mais ici-bas, ces derniers tombent malades et leur terre se retrouve contaminée. Pour faire naître de l'énergie divine sur Terre, il est donc urgent d'ancrer une nouvelle foi au peuple et de les rassembler autour d'une nouvelle divinité en qui croire. Ensuite, le deuxième objectif de Léon est d'instaurer un ordre de Templiers. Une fois l'énergie divine revenue, il faudra entraîner un groupe de guerriers capables de l'utiliser. En plus de cela, les Templiers sont des saints qui symbolisent les crocs du lion et sont donc par extension des représentants des dieux ayant pour mission d'éradiquer le mal. Voilà quelles sont donc les saintes missions dont Léon s'est investi pour sauver la Terre de la menace du mal. La première étape va être de rassembler plus d'adeptes de la nouvelle foi. Et pour ce qui est de son ordre de Templiers, cela va sûrement être compliqué dans un tel endroit, mais Léon compte bien remplir ses obligations envers les dieux. Une voix sort sa majesté de ses réflexions. Harry lui fait savoir que quelqu'un a officiellement demandé une audience avec lui. C'est à quoi Léon répond que si les procédures ont été suivies, il n'a aucune raison de décliner. Peu après, voilà qu'un groupe de personnes se présentait devant son excellence. Monsieur Park, le PDG de Dojung, était de retour et remerciait sa majesté pour cette entrevue. Léon, lui, maintenait sa posture royale en silence, arborant un regard des plus hautains quant à ses invités. Zhong-Chan n'en revenait pas de devoir faire des courbettes à ce salaud, mais pour le bien de ses affaires, il s'efforce de sourire. Apportant une énorme mallette d'acier, il annonce même avoir amené un cadeau. Monsieur Park prit son note d'accepter cela comme excuse pour leur petit incident et comme remerciement de son accueil. Mais intérieurement, il savait que ce babouin arrogant allait supplier de rester en voyant le contenu. Bien, étant donné qu'il a fait cet effort, Léon va faire preuve de courtoisie et accepter ce présent. Le PDG enrage devant cette attitude hautaine et suffisante. Mais en réalité, il ne peut que demander à son excellence d'en vérifier le contenu. Sa majesté est ennuyée, mais bon, il va faire un effort de politesse. Mademoiselle Harry, ouvrez donc ça. Cette dernière part déballer ça toute contente comme à Noël. Et une fois son doigt posé, la mallette s'ouvre d'une manière des plus tape à l'œil. Harry est la première à avoir un aperçu de l'intérieur. Monsieur Park lui frétille l'avance en observant la réaction de Léon. Il présente la fierté de leur groupe. Un arsenal d'armes de haut niveau et prit son note d'en choisir une comme cadeau. Harry n'en revient pas. Tout ça serait des armes de rang unique forgées par leur maître artisan. Chose que confirme Monsieur Park. Ces équipements sont l'élite de la crème. Le PDG a entendu dire que Monsieur Léon allait devenir chasseur, alors il est sûr que ces armes lui seront d'une grande aide. Harry ne peut croire qu'il compte offrir ses armes. Même avec 5 bits de salaire, il ne pourrait pas en louer une le temps d'un raid. Mais Léon coupe leur engouement à tous. Qu'est-il censé faire avec cette ferraille mal forgée? Harry, comme Monsieur Park, était choqué de comment elle qualifiait ces merveilles de l'humanité. Léon leur explique qu'une bonne arme est teintée par l'aura des étoiles ou bénie par un représentant de Dieu. Enfin, peut-être que ces armes-là sont destinées au gibier. Ces mots le faisaient passer pour un fou auprès de Monsieur Park. Lui demande-t-il vraiment d'étendre ses armes comme du linge au soleil puis d'appeler un prêtre? Notre héros qualifie son invité de marchand hérétique, mais ce dernier lui assure que c'est un malentendu. Léon reconnaît cependant qu'il est coutume pour les marchands de faire étalage de leurs produits afin de les vanter. Sortant une épée de sa dimension, il accepte de donner une chance à ses couteaux de cuisine. Les hommes sur place étaient tous ébahis en voyant la magie dimensionnelle du roi. Mais Monsieur Park se retient de rire en voyant cette vieille épée rouillée. Ce sauvage le sous-estime vraiment. Interpellant Mademoiselle Harry, serait-elle intéressée pour essayer l'une de ses armes? Cette dernière n'arrive pas à réaliser qu'on lui propose un tel honneur. Et demandant la permission à son roi d'un regard incertain, celui-ci hoche la tête en signe d'approbation. Bon, puisque tout le monde ici semble d'accord, alors elle choisit cette arme-là. Entre ses mains, l'épée dont elle rêvait depuis toujours, forgée par le maître Jin Cheol. L'épée flamboyante, Créaurore. Juste en la tenant, elle peut ressentir l'énergie ardente que renferme cette arme. Toujours hésitante, elle redemande la permission à son roi, mais ce dernier ne pense pas qu'il faille son accord pour brandir un jouet. Et tac, encore un pic qui énerve Monsieur Park. Brandissant l'arme unique, elle se place devant la vieille épée de sa majesté et... Oh là là, mettez-moi l'épaisseur de ses cuisses, hein? Régal. Non, enfin bref. Harry libère son énergie de feu, qui s'en retrouve décuplée grâce à l'ardeur de Créaurore. Pourtant,
Rien de tout cela ne semble inquiéter Léon, qui ne daigne même pas regarder. En position, la jeune chasseuse de roi ne comptait aucunement se retenir. Et d'un coup flamboyant, abat son épée vers sa cible. Comme prévu, le choc avait explosé l'une des armes. Et comme l'indiquait la surprise d'Harry, mais aussi le choc de Monsieur Park, Créaurore était en miettes alors que la lame du roi ne présentait ni fêlure, ni trace de brûlure. Rangeant sa lame, Léon ne s'attendait à rien mais est quand même déçu. Ce ne fut qu'une perte de temps. En conséquence de ce gâchis, il va écourter leur entrevue à 3 minutes. Le PDG était toujours pétrifié que leur joyau d'artisanat est fini en morceaux. Il ne peut y croire, son plan si parfait tourne au cauchemar. Voyant les précieuses secondes défiler, tout le groupe d'Ojung s'incline et va droit au but. Il souhaite obtenir la propriété sur les rizières. Est-ce que Léon aurait mal entendu? Mais Monsieur Park s'empresse d'ajouter qu'il compte payer, bien sûr. D'après leurs estimations, la valeur des rizières avoisinerait les 200 millions. Mais en réalité, Harry capable de soigner le cancer vaut bien plus que cette misérable offre. Ce pique-note survivant va péter son crâne quand il apprendra la valeur contre 200 millions ici. Donc, si Léon comprend bien, il souhaite acheter des cultures de riz avec cet argent. Le voilà qui plonge dans ses filets. Monsieur Park s'empresse de lui parler du contrat, stipulant que son groupe aura le monopole. S'il le souhaite, il peut aussi ajouter quelques bonus en gage de bonne foi et... Espèce de marchand ignare blasphémateur. Déployons une aura royale et bestiale, Léon perd patience. Ce qu'il vient de dire est une insulte envers la déesse. Sa majesté est contrariée d'avoir accordé une entrevue à des blasphémateurs. Peut-être était-ce à cause de l'énergie déployée, mais Monsieur Park n'avait aucune idée de pourquoi ça s'est envenimé. Ce dernier était à 2 doigts de déféquer de terreur. La pression est si forte qu'il se croirait être la proie d'un fave affamé. Léon qualifie son invité d'imbécile. Être effrayé revient à reconnaître ses péchés. Perdant ses forces, Monsieur Park s'écroule et se prosterne. Terrorisé, il assure à son excellence ne pas comprendre son erreur. Calmant le jeu, Léon se relâche et va expliquer à cet imbécile son affront. Les récoltes qu'il souhaite acheter avec son pitoyable argent ont été bénies par la déesse Déméter elle-même. Cette bénédiction a été offerte en récompense aux agriculteurs pour leur vie de labeur. Vouloir prétendre acheter l'amour donné par Déméter, là fut son erreur. Un cœur pieux et fidèle envers la déesse. Voilà quelle est la condition pour en bénéficier. Léon va donc lui poser une question. À lui, la pauvre créature qui manipule ses semblables en quête de profit. Pourquoi souhaite-t-il s'accaparer les bénédictions d'une déesse en laquelle il nie l'existence? Une fois les invités mis dehors, Harry interpelle son roi. Elle demande si tout ira bien. Même s'il n'est qu'un marchand sournois, il reste une personne influente ici en Corée. Mais Léon répond de ne pas s'attarder sur ça. Ce type n'est pas digne d'attention. Changeant de sujet, Léon souhaite savoir comment avance la demande qu'il a faite. Ce à quoi Harry répond que l'association les a contactés. Elle ne s'attendait pas à ce que Sa Majesté souhaite passer l'examen. Elle a vraiment hâte de voir les résultats. Mais quel genre de bêtises raconte-t-elle? Un roi ne s'abaisse pas à passer des tests. Harry était largué. Pour quelle autre raison irait-il au centre d'examen des chasseurs? Léon explique simplement que c'est lui qui fera passer les tests. Il a besoin de trouver des soldats pour son empire. Mais la jeune femme pense que ça risque d'être compliqué de faire ainsi. Eh bien, compliqué ne veut pas dire impossible, qu'elle se débrouille. La pauvre servante regrettait ses choix de carrière, il n'allait pas revoir son lit de sitôt. Le lendemain, au bâtiment d'examen de l'association, Dae-sung, chasseur indépendant de Randé, est content de voir une tête familière. Le chef d'équipe, Monsieur Kim Do-han, paraît qu'il est là pour se faire réévaluer. Une fois à l'intérieur du bâtiment, le vieil homme ne peut que constater à quel point Dae-sung travaille dur. Comment est-ce qu'il le sent cette année? Pense-t-il que son rang va augmenter? Mais le jeune homme n'est sûr de rien, il va juste faire de son mieux. Au fond de lui, il était déprimé d'être bloqué depuis 10 ans au même rang, alors que des types sans talent le dépassent sans problème. Son vieux camarade lui propose de rejoindre son équipe de minage. Les gens pensent que c'est ingrat, mais c'est pas si mal comme travail. Dae-sung le remercie de s'inquiéter pour lui, mais d'un regard déterminé, il compte bien s'accrocher encore un peu plus. Au fond de lui, il sait qu'il ne pourra pas rembourser ses dettes s'il ne chasse pas. Il ne compte plus être un boulet pour sa famille, il doit atteindre le rang C. Interrompant leur discussion, Do-han signale qu'il y a quelqu'un d'atypique là-bas. Les deux hommes étaient alors intrigués. Ce type a l'air d'un occidental et il dégage quelque chose de noble. Et pour cause, Léon et sa chevelure dorée étaient arrivés sur place, attirant tous les regards. Une voix interpelle notre héros dans son dos. Monsieur Kim Do-han se permet d'accoster notre héros pour le saluer. Léon se retourne en pestant. Est-ce qu'un misérable roturier lui adresse la parole? L'aimable cinquantenaire venait de se faire recaler comme jamais. Et le regardant partir, il semblerait que cet étranger ait appris un coréen bien singulier. Stoppant sa marche, notre héros jette un coup d'œil en arrière. Son regard perçant
croisant celui de Daesung. L'insistance de Léon supprimant tout doute d'une coïncidence. Voyant son jeune ami trembler, Doham lui demande ce qu'il y a. Est-ce qu'il a mal quelque part? Le cœur palpitant et le corps en sueur, il ne comprenait ce qui lui arrivait. Daesung n'arrivait plus à respirer en voyant cet homme. Il ressentait l'envie de se prosterner, comme devant une entité supérieure. Une employée du centre débarque alors en appelant le numéro 57. Daesung reprend ses esprits alors qu'on lui demande de se rendre en salle numéro 2. De son côté, Léon gardait un œil sur ce jeune homme qui semble l'intéresser. Ceci dit, il est déçu. Il est venu ici dans l'espoir de trouver des personnes puissantes, mais aucun ici n'est digne d'être son soldat pour le moment. En position d'aura farming, il est conscient qu'après tout, seuls des barons ou des débutants viennent ici pour passer les tests. L'écran d'information appelle alors le numéro 77, qu'il se rend dans sa numéro 9. Une fois dans la pièce, un groupe d'examinateurs attendait notre héros. L'un d'eux souhaite confirmer qu'il est bien le candidat Léon Dragonia Lionheart. Mais ces derniers ordonnent à ce gueux de l'appeler Sa Majesté. L'homme du centre était tellement pris de court qu'il se plie au jeu. Il demande à Sa Majesté de bien vouloir placer sa main sur l'appareil de mesure pour être évalué. Notre héros se contente de dévisager ce dispositif qui lui est inconnu, avant d'appeler l'examinateur un imbécile. La colère montante, Léon n'en revient pas qu'un roturier souhaite mettre à l'épreuve son honneur. Mais l'homme se défend que c'est la machine qui... Eh bien c'est encore pire comme affront, il refuse. Le vieux fonctionnaire ne comprenait pas pourquoi cet homme était venu alors. Comme pour répondre, Léon annonce qu'il est venu ici pour trouver des soldats, mais même les juges sont lamentables. Puisque personne ici ne convient, il demande ce qu'est la prochaine épreuve. Ce à quoi on répond qu'il y a un test pratique dans un portail. Cela convient à notre roi. Va jeter un œil. Après tout, une situation réelle est ce qu'il y a de mieux pour montrer ses compétences. L'examinateur est complètement largué. Est-ce qu'il essaye de dire qu'il compte y participer? Peu après, nous voilà à l'intérieur du portail de Séoul. Normalement, quand un donjon est nettoyé, il est refermé. Mais il arrive que certains, faisant réapparaître les monstres, soient alors laissés ouverts afin de servir de terrain d'entraînement, comme ici. Monsieur Shinto, l'examinateur, appelle les candidats à se rassembler. Mais Daesung était toujours démoralisé des résultats de la mesure. Jetant un œil à ceux qui vont être ses compagnons pour ce test, il doit impérativement exceller à la pratique. Derrière lui, une jeune fille trouve que l'endroit est parfait pour des TikTok. Et son frère, moins assuré, lui demande d'éteindre son portable. Il y a du danger partout ici. Misère pour Daesung, de gros noubards. Et à ses côtés, un vieil homme enjoué par la beauté de l'endroit. À vue d'œil, il doit avoir 70 ans, et tous ici semblent être de Randé ou C. Pourtant, celui-ci qui inquiétait le plus le chasseur, c'était cet homme étrangement excentrique, à l'allure plus que suspicieuse. Il reconnaît l'occidental de tout à l'heure. Vu son âge, c'est sûrement un bleu lui aussi, donc il n'y a que le vieux avec de l'expérience ici. Et en plus, le regard de gros baiser que lâche Léon n'est pas pour le rassurer. Une fois le groupe rassemblé, il était l'heure de la présentation et de la répartition des rôles. Daesung est le premier à prendre la parole. C'est un attaquant avec 10 ans d'ancienneté. Le jeune homme le suit. Il est Shin Taun, éveillé depuis cette année. Il utilise un bouclier et une lance. Et à côté, c'est sa sœur Shin Nayeon. Elle est plutôt dague ou arc. Daesung n'était pas convaincu. Ils ont même pas trouvé leur arme principale. Dans le doute, il leur demande, mais ils sont allés en centre de formation, hein. C'est avec grande fierté que Taun répond y être allé 3 mois. Ouais, et Nayeon, elle a découpé plein de slime. En quête de salvation, le Randé se tourne alors vers le vieil homme. Ce dernier s'appelle Gangtae, 5 ans d'expérience et il utilise un gantelet comme arme. Les craintes de Daesung ne cessaient de monter. Ce vieillard compte vraiment la jouer Mike Tyson avec les monstres? Non, eh bien il ne reste qu'une personne à présenter. Est-ce qu'il parle coréen au moins? Tous les regards étaient tournés vers notre héros, se murant dans le silence. Avant de lâcher... Il ne se battra pas. Le pauvre Daesung croit avoir mal entendu. Mais Léon surenchérit que son arme est faite pour tuer des dragons, pas des poulets. La seule pensée qui venait à Daesung, c'est où est-ce que bordel ce type a pris le coréen. Se mettant en route à travers la forêt, Monsieur Shinto leur annonce que leur test consiste à l'élimination de 50 kobolds. Il arrive aussi de temps à autre qu'un Skoll surgisse. Mais si la situation devient dangereuse, alors il interviendra. Si Taun était excité pour sa première chasse, Daesung lui était toujours tendu. Il ne peut s'empêcher de pessimiste et en plus de ça, tout à l'heure, lors des présentations, il avait demandé à notre héros s'il était venu sans armes. Nayeon avait donc interpellé Monsieur le beau gosse pour dire qu'elle peut lui prêter son arc s'il le souhaite. Léon semblait confus. Souhaitait-elle qu'un roi comme lui utilise cette chose?
Son regard s'était alors crispé, comme s'il s'énervait, avant d'exploser l'arc au sol à la surprise générale. Tout ça avait bien failli finir en dispute devant le pauvre Da-Sung qui se voyait déjà échoué. Et c'est pour ça qu'il doit se ressaisir. Cette fois c'est la bonne, il le faut. Le chasseur vétéran annonce à son groupe qu'il connaît un bon spot pour tuer les monstres. Est-ce que ça les tente? Da-Hoon se laisse guider. Après tout, c'est Da-Sung l'expert ici. Et le vieux Gangta est plus sur les dires du junior. Mais intrigué, le jeune lancier lui demande pourquoi ne pas attaquer le groupe qu'ils ont croisé plus tôt. Da-Sung répond simplement qu'une fois encerclés par des kobolds, leur petit groupe de chasseurs novices ne fera pas long feu. À la place, ils vont plutôt aller chercher ceux qui vivent dans une grotte. En allumant un feu à l'entrée, ils vont enfumer les galeries. Ils n'auront qu'à finir tranquillement les monstres. C'est un plan plus sûr que d'y aller de front. La fratrie des Shin était bouche bée de la tactique. C'est vraiment un pro. Da-Sung les remercie, mais au fond, il sait qu'il n'a pas de quoi se vanter. Il a étudié toutes sortes de formations et de tactiques, dans l'espoir que cela lui servira un jour dans un portail de haut rang. Au final, le portail de Séoul est le seul qu'il a pu essayer. C'est aujourd'hui qu'il doit monter, sinon il ne sortira jamais de cet enfer du Randé. Mais le sortant de ses pensées, Da-Hoon, effrayé, leur dit de regarder devant. Un groupe de kobolds patrouillait la zone. Il manque de chance, les chasseurs les ont repérés trop tard. La meute de monstres se rue alors vers les humains. Da-Sung ordonne à Da-Hoon de bloquer au bouclier. L'un des kobolds s'apprête à ouvrir les festivités, mais il ne goûte qu'à l'acier de l'égide. Le jeune chasseur avait regagné sa confiance. Ces monstres sont débiles. Alors qu'il se pavane sur son minuscule exploit, sa sœur lui hurle de faire attention. Derrière l'idiot insouciant, un kobold était prêt à l'enlacer. Sous l'œil impuissant de Da-Sung, le monstre avait emporté Da-Hoon dans sa chute. De justesse, le vétéran plante sa lame et sauve le jeune chasseur. Da-Hoon avait eu chaud, mais Da-Sung a su réparer son erreur. Ils sont peut-être faibles, mais leur vitesse n'est pas à sous-estimer. 2 flèches ont ensuite décoché droit dans 2 kobolds, et un autre se prend une maxi pêche dans la face. Le vieux Gangtae piquait tel une guêpe malgré son âge. Voir ses alliés carrer un peu rassure Da-Sung. Il n'en reste que quelques-uns, il continue. Une fois tous les monstres éliminés, il était l'heure du bilan d'après-combat. Da-Hoon demande pardon pour avoir foiré, mais on lui rétorque que ça arrive, surtout à la première chasse. Nayeon a réussi à en abattre 2, et grand-père les a protégés du leur cœur. Da-Sung regagne enfin un peu d'optimisme et les félicite tous. Il était vraiment, mais vraiment pas rassuré au début. Au final, ce groupe n'est pas si mauvais, mais il y a comme un petit truc qui fait tâche. Da-Hoon questionne Monsieur l'Occidental. Pourquoi est-ce qu'il n'a rien fait pendant le combat? Nayeon demande même à l'examinateur si c'est autorisé. Monsieur Shinto est un peu embarrassé, mais il les rassure qu'il prendra ça en compte pour l'évaluation. Notre petit groupe de novices, un peu agacé, espère bien que oui. Sur ce, il est temps pour eux de reprendre le chemin vers la grotte. Et après un peu de marche, les voilà qui aperçoivent leur objectif. Un trou dans la roche bien dissimulé et parfait pour se planquer. Da-Sung leur propose de faire un feu comme prévu. Peu après, un immense paillasson de branches tapissait l'entrée de la caverne. Et alors que Da-Sung s'apprête à y mettre le feu, notre héros lui demande si c'est ça le mieux qu'il puisse faire. Chose qui énerve le vétéran. Pour qui est-ce qu'il se prend à la ramener alors qu'il a rien foutu? Mais Léon lui a posé une question et ne compte pas se répéter. Da-Sung explique qu'il a utilisé cette stratégie 3 fois et qu'elle a toujours fonctionné. Oh, Léon apprécie qu'il base ses preuves sur ce qu'il a vécu. Cependant, c'est plutôt osé de se reposer sur l'expérience pour quelqu'un qui n'en a pas. Ouais, et bah Da-Sung trouve qu'il ouvre beaucoup pour quelqu'un de plus jeune que lui et qui n'a jamais chassé en plus. Les discussions se trouvaient interrompues une fois le feu déclenché. Da-Sung appelle son groupe à se rassembler. Les kobolds ne devraient plus tarder à sortir. Un trio, digne des enfers de l'Iron 4, était prêt à accueillir les monstres. Da-Hoon peut les entendre, ils arrivent. Et comme prévu, la meute s'empressait de fuir les cavernes en fumée. 3 premiers kobolds émergent de l'entrée. Nayeon, arc bandé en soutien, leur donne le signal pour attaquer. Une pierre en pleine tête vient annoncer la riposte des chasseurs. À peine sortis des flammes, que des kobolds se faisaient cueillir à coups de flèches et de cailloux. Da-Sung affiche un sourire confiant. Il le savait que sa méthode était parfaite. Tout en continuant le bombardement, il encourage ses alliés à ne pas s'arrêter tant qu'un kobold respire encore. Da-Sung se voyait déjà rank up. Après ça, il leur suffira de trouver quelques skulls isolés et un grognement qu'il reconnaît vient briser les rêves du chasseur. À son plus grand désarroi, le seigneur Skoll, boss du portail de Séoul, s'était incrusté à la fête.
Salut à tous! Alors aujourd'hui, grosse vidéo qui en plus est un peu symbolique pour moi. Elle me tenait à cœur parce que c'est le même manoir que j'avais fait pour mon premier montage sur la chaîne de Solstice. Alors à l'époque, les formats étaient moins longs, la vidéo faisait qu'une trentaine de minutes et on n'a jamais fait la suite. Du coup je me suis dit pourquoi pas la faire. En plus ce manoir du coup c'est un peu les émotions quoi pour moi. D'ailleurs à la base, je voulais sortir ce récap là pour le lancement de la chaîne, mais j'avais sous-estimé le temps que ça prendrait à faire des vidéos. Du coup, bon, il sort que maintenant, mais pas grave. Sinon, que dire sur cette vidéo, hormis que j'en suis plutôt satisfait. La narration continue encore de s'améliorer, même si je sais que sur l'articulation, il me reste un peu du taf à faire. Globalement, je trouve que la vidéo est plutôt propre en termes de narration. Ça s'améliore. En plus de ça, le manoir ne m'a vraiment pas aidé parce que le premier chapitre, c'est une galère à scripter. Et on sent que l'auteur, il savait pas trop comment allait se passer la suite, et du coup, il y a pas mal d'incohérences au début. Et peut-être vous l'avez remarqué aussi, mais le style de dessin, il fait un peu généré par IA. Heureusement, ça se corrige après même pas un ou deux chapitres. Sinon, bien entendu, je n'aurais pas fait un récap de manoir s'il était entièrement généré. Toujours sur le script, j'ai pris pas mal de liberté parce que d'une traduction à une autre, c'est pas pareil. Et déjà, entre les traductions anglaises, c'est giga différent, mais alors, au passage français, misère. Du coup, ça a été une énorme galère parce que dès qu'il y a une explication ou quoi au niveau du lore, c'est incompréhensible et fallait bidouiller. Donc voilà, il y a juste eu quelques galères pour le script, mais hormis ça, rien de bien méchant pour cette vidéo. Et pour conclure cette outro, le prochain récap, il arrivera sûrement quelques jours avant Noël. Ça va aussi être une grosse vidéo sur un gros manoir bien hype, d'ailleurs peut-être même un peu trop hype, je pense qu'il y a peut-être beaucoup de personnes qui vont le connaître, mais c'est pas grave, j'ai hâte de la sortir. Donc écoutez, moi je vous donne rendez-vous pour je sais pas quand, on va dire entre le 20 et le 25 décembre. D'ici là, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine, allez à plus.